Bon, donc je vais vous parler de l'optimisation de la conversion. Vous allez voir, je reprends beaucoup de sujets qui ont été présentés ce matin, qu'on a vu aussi en début d'après-midi. Là, dans cette conférence, le sujet, un des buts principaux, c'est de vous donner quelques leviers pour optimiser votre conversion, travailler la conversion à travers vos sites. Donc l'optimisation de la conversion, c'est une discipline qui a son acronyme comme le référencement qui a le SEO. On trouve un acronyme qui est le CRO pour le Conversion Rate Optimization. Alors pourquoi je montre le taux de conversion? C'est relativement simple. C'est l'ensemble des objectifs que vous avez, que vous définissez, là où vous voulez emmener vos visiteurs, divisé par le nombre de visites. C'est ce qui va vous donner donc le taux de conversion. On va voir qu'on regarde souvent le taux de conversion global de son site. Quel est le taux de conversion de ton site? J'ai 3%, 4%, peu importe, ou de ton formulaire. Mais on va aussi regarder les micro-conversions et s'intéresser en détail à certains aspects des différents sites. Donc les objectifs, ça peut être la vente de produits, d'offres, réservation, ça peut être un remplissage de formulaire, ça peut être même le téléchargement d'un lien, une inscription à la newsletter. Voilà, c'est l'ensemble des objectifs qui correspondent avec à votre business que vous voulez transformer. Donc l'optimisation de la conversion, avant tout, pour travailler cette discipline-là, je me mets peut-être trop devant, vous devez mesurer correctement ce qui se passe sur vos plateformes. On a beaucoup parlé de data aujourd'hui, de segments. C'est très important de mettre en place les outils qui vont vous permettre d'analyser ce qui se passe sur vos différentes plateformes. Vous devez avoir aussi, lorsque vous mettez en place sur vos sites vos offres, que vous parlez de vos offres, vous devez avoir un langage qui est proche de celui de vos visiteurs. Il ne faut pas regarder simplement sous la lorgnette dans votre bureau. Il faut essayer d'être le plus proche possible de ces visiteurs-là. C'est aussi mettre en avant correctement vos offres. C'est mettre en place des tests. On a vu les tests AB, on a vu la personnalisation. On peut faire aussi des tests utilisateurs. Si vous n'avez pas assez de trafic, pour X raisons, parce que votre site est dimensionné ou votre activité est dimensionnée à une certaine taille, qui va nécessiter de réaliser des tests sur une trop longue durée, vous pouvez très bien réaliser des tests par des campagnes AdWords ou des campagnes Facebook Ads. Travailler la conversion, c'est aussi travailler, et ça on l'a vu avec la conférence de François, c'est les performances de vos différents sites. C'est certainement un des leviers les plus importants dans le travail de la conversion de vos différentes plateformes. Quand on regarde la conversion, quand on s'intéresse à la manière dont on veut plus engager l'utilisateur à travers le site, on va définir certains indicateurs clés. Donc évidemment le taux de conversion dont on a parlé juste avant. On va regarder le taux de rebond. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans le SEO, donc c'est quelque chose qui vous parle. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le taux de rebond, c'est vraiment le fait qu'un utilisateur arrive sur votre site et quitte votre site sans avoir réalisé aucune interaction. C'est l'inverse en définitive du taux d'engagement. Dans les indicateurs de conversion qu'on va regarder également, on va s'intéresser à vos catalogues, la manière dont ils sont organisés. Donc on va parler merchandising, la manière, le nombre d'offres aussi que vous proposez. Est-ce que vous allez plus ou moins noyer l'information? Et puis évidemment, on est dans le e-tourisme, donc le panier moyen est un facteur clé puisqu'il est lié à la saisonnalité où le panier ne sera pas le même pour les vacances scolaires ou les vacances d'été. Donc sur cette base-là, je vais vous parler des aspects techniques. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a différentes études, on en trouve plein. On va trouver des graphes, notamment de Walmart, qui montraient qu'à chaque seconde perdue, ils perdaient 2% de conversion. D'autres vont vous montrer qu'effectivement, à chaque seconde perdue sur un site, on augmente de 7%. Du moins, on perd la conversion d'environ 7%. Amazon a même, en 2010, montré qu'à chaque 100 millisecondes gagnées, ils augmentaient leur chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut l'adosser à vos datas à vous.
faut l'adosser à vos segments, à vos visites. Quoi qu'il en soit, un des éléments, et c'est ce que je vais vous montrer par la suite, un des éléments forts de la conversion et de l'engagement de l'utilisateur, et ça a été très bien dit dans les conférences qui se sont passées, c'est que l'utilisateur n'a plus le temps d'attendre. L'utilisateur a besoin d'aller très rapidement à l'information et découvrir l'offre de par son intention de recherche initiale, savoir exactement découvrir l'offre tout de suite, il faut qu'elle lui parle directement. Donc la performance est un élément clé. On va parler proposition de valeur puisque c'est elle qui va mettre en valeur votre offre. Mais la performance qui impacte le taux de rebond et qui a un impact négatif sur le SEO, la performance va donc impacter ce taux. Évidemment, tout ce qui en découle derrière, le nombre de pages vues par le visiteur au bout d'un certain nombre de temps. Si le site n'est pas assez performant, l'utilisateur va quitter votre site parce que peut-être qu'il va se dire il y a un problème, il y a un bug technique ou autre. Et puis, il ne faut pas oublier derrière que les gens parlent beaucoup entre eux. Vous pouvez avoir des avis positifs, négatifs, mais lorsqu'on a une bonne impression sur un site, en général, ça se sait et ça se communique. Le bouche à oreille fonctionne énormément. Je vous donne quelques exemples concrets sur l'impact des performances et notamment sur le taux de rebond. En fait, sur cet exemple-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a splitté l'analyse du taux de rebond en fonction de la source de trafic. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux équipes techniques d'améliorer les performances du site. Donc, il existe différentes techniques pour améliorer les performances d'un site. Et le taux de rebond a diminué, donc l'engagement des visiteurs a légèrement augmenté, mais pas de manière transcendante. Et on a simplement splitté, là, dans cet exemple-là, par source de trafic, en trafic organique et trafic payant. Et on s'est rendu compte que le trafic payant, chez cette personne-là, représentait à peu près 60% de son trafic. Sur le trafic payant, les personnes venant de ce trafic-là, les performances n'étaient pas meilleures. En fait, on regarde une statistique ici, qui est le temps moyen avant interaction. C'est le temps à partir duquel l'utilisateur peut commencer à travailler sur vos plateformes. C'est le moment où il peut commencer à interagir. Et en fait, sur le trafic organique, les performances étaient largement améliorées, mais pas sur le trafic payant. Les raisons derrière, on a été les décortiquer évidemment, c'était que ces campagnes payantes étaient sur des pages qui étaient filtrées pour restreindre un peu le catalogue, pour resserrer un peu l'offre, mais derrière, les performances, pour des raisons techniques, étaient beaucoup moins bonnes. Donc là, c'est une des priorités, une des premières priorités de l'équipe technique, qui est maintenant d'améliorer les performances de ces pages-là, même de la globalité du site. Un autre exemple de diminution de taux de rebond et qui a eu un impact sur la globalité du site, puisque ça nous a permis d'augmenter les performances du site, la conversion du site de 23%, ça a été effectivement d'augmenter les performances, ce qui a diminué de 20 à 25% le taux de rebond pour ce client-là. Ce qu'on voit au niveau des pics, des différents pics, c'est des déploiements qui ont été faits, par l'équipe technique et qui ont introduit des bugs et considérablement pénalisé les performances du site. Donc là, on voit l'aspect performance. Je pense vraiment que c'est quelque chose à retenir et qui n'est pas à négliger. Effectivement, l'idée, surtout quand on veut avoir des actions marketing, on l'a vu sur la présentation d'avant, pouvoir se soustraire un peu de l'équipe IT qui est souvent très propriétaire du site qui a été réalisé. Mais il faut quand même, quelque part, conserver une relation forte avec cette équipe-là pour les amener à faire du travail et leur laisser le temps de faire du travail soigné pour ne pas pénaliser les performances. Trop de déploiements sont faits sur des idées qui viennent parfois du marketing très souvent, qui sont très belles et très jolies, mais qui amènent des performances catastrophiques et toute la conversion globale du site en est impactée. Donc, ce qui est important dans la mise en avant de vos offres, c'est les propositions de valeur. C'est la manière dont votre offre va répondre à l'intention de recherche initiale de l'utilisateur. Il est venu sur votre site par une intention.
il faut qu'il retrouve tout de suite cette offre et que cette offre l'immerge complètement, lui donne envie de voyager. C'est ça qui va l'engager également, au-delà du fait que le site doit être très performant. Donc comment travailler les propositions de valeur? Il y a 3 aspects clés qu'on retrouve, qui sont des définitions un peu génériques. C'est de travailler la pertinence, c'est de travailler quelque chose de quantifiable, combien ça va me coûter, est-ce que c'est à peu près dans mon budget, et si possible quelque chose d'unique. Qu'est-ce qui fait que votre offre, je vais la prendre chez vous et pas chez le concurrent? Donc, c'est des sujets qui sont très tournés UX. On en a parlé un peu tout au long de la journée. On l'a vu, on l'a survolé. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais travailler également la manière dont vous parlez à votre client et avoir le même langage. Alors, j'ai pris quelques exemples sur le net. Un exemple voilà, d'une image où je veux une réservation partir au soleil, mais pendant mes vacances d'hiver. Voilà, c'est une image qui me donne envie d'y être. Je suis sur la plage. C'est pertinent par rapport à la saisonnalité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de créer de l'empathie derrière tout ça. Sur vos fiches produits, vos offres doivent aussi être explicites. Qu'est-ce que mon tarif, le tarif qu'on me propose qui est quantifiable, à quoi c'est adossé exactement? Est-ce que mon offre est claire? On a vu que l'utilisateur n'a pas le temps d'attendre, donc il faut qu'il trouve l'information et l'offre le plus rapidement possible et qu'il comprenne, en partant de son intention d'achat, qu'il comprenne réellement ce dont il peut bénéficier. Tout ceci, on l'adosse avec une pratique que tout le monde a, qui sont les boosters du VP. On peut créer de l'urgence, on peut, la réassurance et autres. J'ai anticipé une slide qui vient après, mais c'est pas grave. Là, c'est une autre image que je vous montre sur une UVP qui peut être discutable parce qu'on ne retrouve pas de CTA. J'ai juste pris un bout de la page, il faut la voir dans sa globalité. Mais ici, c'est une offre qui parle de trekking au Mont Blanc, c'est 10 jours. Ça ne souffre pas d'ambiguïté, clairement. Il y a un paysage, on a envie d'être à la place de cette personne-là. Il est tout seul, voilà, on a envie de profiter des montagnes aussi. On a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça crée de l'empathie, ça donne envie d'y aller. Donc, une fois qu'on arrive à engager l'utilisateur, il faut à certains moments pouvoir le rassurer. Donc on connaît tous la réassurance, les moyens de paiement, maintenant le HTTPS qui devient d'ailleurs pour voilà, le SEO certainement quelque chose de primordial, qui permet d'intégrer de la géolocalisation dans le e-tourisme. C'est très important de pouvoir aussi proposer la bonne offre au bon moment en fonction de la situation géographique où est la personne. C'est montrer qui vous êtes, votre équipe, quand vous pouvez. Si des personnes sont amenées à vous appeler, c'est toujours bien de pouvoir mettre un visage au bout du téléphone, savoir à qui on parle, humaniser votre site en montrant l'équipe. C'est très important, montrer les témoignages, les avis clients, mais les montrer au bon moment. Il ne sert à rien de tout montrer, de montrer qu'on a beaucoup d'avis clients, qu'on a beaucoup de témoignages, l'équipe. Enfin, on ne pourra pas tout mettre sur toutes les pages. Il faut savoir à quel moment on engage le visiteur et à quel moment on veut le rassurer. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je n'avais pas prévu de parler du poisson rouge, mais c'est une étude qui a été faite par Microsoft sur un panel d'utilisateurs au Canada, mais qui est en fait très révélatrice. L'étude rentre dans beaucoup de détails, mais la stat, c'est vrai, importante à ressortir, c'est ce 12 secondes, 8 secondes. Concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand l'utilisateur, le visiteur, par son intention première, va arriver sur votre site, il ne faut pas le distraire. Il faut qu'il voit tout de suite, quand vous rentrez dans un magasin de vêtements, quand vous arrivez en tête de gondole, on ne vous met pas des smartphones. C'est bête ce que je dis, mais il y a énormément de sites, et je crois que j'ai un exemple à la fin, où on arrive sur le site par une intention de recherche, et parfois même sur des campagnes payantes, on ne retrouve pas son offre, elle n'est pas claire, elle n'est pas lisible, on hésite, on commence à apprendre l'interface. Et à partir du moment où on oblige l'utilisateur à devoir apprendre l'interface, on a de l'abandon, c'est inévitable. Donc essayez d'en faire le moins possible sur les pages, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire.
en montrer le plus possible pour assurer, mais surtout essayer d'en faire le moins possible. Donc il y a des leviers, évidemment, qui sont les landing pages, ces pages qui ont un seul objectif, et on va travailler cet objectif-là. Une proposition de valeur, pour revenir juste sur cet aspect-là, qui va mettre en valeur votre offre, elle doit s'adosser à un objectif. C'est-à-dire que d'une intention d'achat vers la page sur laquelle est arrivé le visiteur, cette page-là doit avoir un objectif qui doit correspondre à cette intention de départ. Alors sur mobile, il y a différentes études, il en existe vraiment beaucoup, mais je reviens toujours sur le même principe, que c'est sur vos segments à vous qu'il faut faire l'analyse. C'est sur vos data, vos propres data, qu'il faut ressortir les mesures, les indicateurs clés principaux. Donc là, cette étude montre qu'au bout de 5 secondes, 74% des visiteurs quittent le site. On voit aussi les zones de chaleur, d'interaction en fonction des secondes sur le smartphone. Nous, ce qu'on a fait sur un ensemble assez conséquent de sites, sur des données web analytics, essentiellement françaises, mais aussi un petit peu allemandes, espagnoles, italiennes, anglaises, on a segmenté sur une durée de session supérieure à 5 secondes. Et on s'est rendu compte que 50 à 70% des utilisateurs quittaient le site. La raison principale, c'est les performances, dans la majorité des cas. D'ailleurs, le pourcentage, j'ai mis 50 à 70%, mais en réalité, par rapport à l'étude, nous, on est plus proche des 50-55%. Donc un utilisateur sur deux. Donc il faut être vraiment très rapide. La raison aussi, c'est que l'expérience utilisateur sur mobile, et on parlait de sites responsive, on a souvent, on prend des sites qui sont desktop et on les rend compatibles mobile. Mais l'expérience sur mobile est différente. On peut la penser d'une manière complètement différente de l'expérience desktop. Si on a le budget, les moyens pour envisager ça, c'est vraiment quelque chose à faire. L'idée donc de la landing page et de la proposition de valeur que vous avez sur un objectif, surtout quand vous faites des campagnes payantes, c'est d'avoir un objectif par page. Donc utiliser les landing pages, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir les mettre en valeur. Ici, c'est un exemple qui n'est pas du tout e-commerce, d'un site que vous devez certainement reconnaître, mais qui a le mérite d'être efficace. Ici, on a le produit qui est mis en valeur, on a une action qui est très très simple, un input où je dois mettre mon mail avec un call to action, c'est quantifiable. On m'explique même sur ce processus de personnalisation de livre, qui est un processus un petit peu long, comment je dois faire avec un petit schéma, qu'est-ce qui m'attend après. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, je vais renseigner mon adresse email pour en profiter. Et puis en plus, j'ai une petite urgence parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Il y a un double objectif, en définitive, sur cette page, c'est-à-dire que l'objectif principal, évidemment, c'est de faire acheter ce livre-là, même si on mettra toujours plus de pages et ça ne nous reviendra pas à 0 €. Mais peut-être que l'objectif derrière, c'est de récupérer une adresse email, parce que par une action, par une landing page telle que celle-là, vous récupérez de l'adresse email que vous pouvez exploiter par la suite. L'objectif de la page, pourquoi je montre ça, c'est que les moteurs de recherche... et on en parlera après sur la façon d'améliorer les moteurs de recherche internes. Ils sont souvent un peu mis de côté, ce qui est moins vrai dans le e-tourisme, beaucoup plus vrai dans le e-commerce. Mais c'est le fait d'avoir une expérience de recherche qui déjà amène un petit peu au voyage. Là, je fais une recherche sur le Mexique. On me parle déjà de 11 à 12 000 établissements. Donc je suis déjà au Mexique, je peux faire ma recherche parmi 11 000 établissements, c'est une grosse quantité, c'est bon, je vais trouver mon bonheur. J'ai 3 champs à remplir, j'y vais, j'entame ma recherche. Ou alors, je sais que je veux faire un séjour, je ne sais pas vraiment où, on va me guider pour trouver une destination. Et en plus, j'ai le staff à côté qui me donne quelques conseils en même temps. Donc j'ai un visage sur la personne, sur le site qui me parle. Alors ça, c'est un exemple, un grand classique. Le carrousel, beaucoup de carrousels sur les sites, on en trouve beaucoup encore. Le carrousel, c'est une très mauvaise chose dans la mesure où ils sont souvent très mal implémentés. Vous avez souvent 3 slides, des images très grosses, très lourdes à télécharger, qui vont pénaliser les temps de chargement. En plus, souvent, ces images-là, ces sliders, sont présents aussi sur mobile. On sert l'image résolution desktop sur mobile. Côté performance, c'est une catastrophe. Et puis, si on corrèle ça au temps d'attention moyen des utilisateurs aujourd'hui,
bon, bah, la première offre va être vue, la deuxième un peu moins, la troisième pas du tout. Donc là, c'est un cas concret où en fait, on a splitté tout simplement les images du carrousel sur 3 images et montré l'engagement de l'utilisateur, une diminution du taux de rebond et une augmentation du clic. Puis vous avez l'avantage de présenter vos offres aussi, clairement. Un exemple que j'ai trouvé, j'espère que la personne n'est pas présente ici, sur un site de e-tourisme d'inscription à la newsletter. L'objectif, il est où sur cette page? Il est de récupérer une inscription à la newsletter. Pourquoi on me présente ce moteur de recherche? On me demande mon nom, mon prénom. Là, on demande beaucoup trop d'informations. C'est une adresse mail et un bouton pour récupérer cette inscription. Et ça me permet de glisser doucement vers les formulaires, qui est un facteur très important dans la conversion. Je commence par un exemple d'Expedia qui date de 2013, qui, sur les saisies d'informations sur les paiements, sur les cartes, a simplement retiré un champ optionnel de son formulaire, qui était le nom de la compagnie. Ce champ était optionnel, ils l'ont retiré, ils ont augmenté leur conversion, ils ont augmenté surtout, mais c'est adossé au trafic et à la visibilité du site, de 12 millions de dollars. Sur des cas concrets, on retrouve beaucoup de plateformes qui sont des plateformes standards où on va demander des informations type date de naissance ou inscription aux offres partenaires opt-in. Alors oui, on veut toujours collecter de la data pour mieux la qualifier en se disant qu'on l'exploitera plus tard. Mais est-ce que vous aurez réellement le budget derrière pour l'exploiter? Est-ce que vous aurez vraiment les équipes qui vont pouvoir les traiter? Est-ce que vous n'avez pas plus intérêt à diminuer la qualité de la donnée ou alors de la demander à un autre moment? Une étape propice à demander, pour demander des informations, c'est clairement la confirmation de réservation de commande. Il ne faut pas oublier que quand une personne réalise un acte d'achat sur une plateforme, il y a un certain stress, il y a une certaine pression. On va quand même sortir de l'argent, sa carte bleue, un compte PayPal ou autre. Au moment où on a confirmé qu'on a réalisé cet acte-là, il y a comme une décharge émotionnelle qui fait que l'utilisateur est beaucoup plus à même, beaucoup plus disponible pour qu'on lui pose des questions. Il n'est pas obligé, on ne l'oblige en rien, évidemment. Mais voilà, cette page de confirmation de commande est très importante et souvent négligée parce qu'on se dit c'est bon, on l'a transformé. C'est bon, voilà, il reviendra, on va le relancer d'une autre manière ou autre. Non, cette page-là peut être exploitée pour demander des informations qui vont qualifier votre base de données si vous en avez besoin et si vous avez ensuite les moyens de les exploiter. Mais clairement, ici, c'est plus une moyenne sur la majorité de nos clients. En supprimant ces champs-là, on a systématiquement augmenté la conversion. Je parle bien de la création de compte au moment dans le processus de commande. Le merchandising. Donc je suis tombé sur ce site-là, le parcourscanada.com, que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très bien fait. Chaque produit, en fait, on a envie de faire les parcours. Le produit, il est bien mis en valeur. Les produits sont cohérents entre eux. Les images donnent envie de faire ces séjours-là. Voilà, c'est le fait de travailler vos données utilisateurs et produits, évidemment, pour mettre en valeur vos produits, pour les réorganiser, les classer comme il faut. Et puis, expliquer que l'utilisateur voit l'offre, mais comprenne pourquoi d'une offre à une autre qui semble peut-être similaire, parce que quand on a un catalogue énorme aussi, avoir un shooting ou des images vraiment bien différentes qui va expliquer la différence, c'est pas toujours évident. On a tous des contraintes. C'est travailler la manière dont l'utilisateur va pouvoir d'un seul coup d'œil, en 2 mots, voir pourquoi il y a une différence de prix. C'est vraiment la manière dont vous allez mettre en valeur les différentes offres sur vos plateformes. Donc ça, c'est le travail sur le catalogue. J'en reparle un tout petit peu après sur la manière dont on peut réorganiser son catalogue et augmenter la conversion. C'est un levier, puisque c'est un peu l'idée de cette conférence aussi, c'est un levier qui est extraordinaire pour améliorer la conversion. Et tout ceci, évidemment, lorsqu'on peut, pour faire référence à la conférence d'avant, on peut la B-tester. Le merchandising, la manière, dans le moteur de recherche,
quand l'utilisateur a une intention de recherche sur votre site, qu'il exploite le moteur de recherche interne, essayez de ne pas simplement faire un résultat brut, un listing où il doit, par lui-même, comme s'il feuilletait un catalogue, faire son choix, lui suggérer des extensions à sa recherche, peut-être même pré-catégoriser, pré-filtrer déjà ces recherches-là sans montrer l'offre directement, pour l'emmener vers une recherche plus resserrée, pour l'engager vers un ensemble d'offres plus restreintes et plus en adéquation avec ce qu'il recherche. Alors pourquoi ne pas oublier le user journey? Et c'est là où il faut exploiter vos datas. C'est que vous pouvez travailler les résultats, ce préfiltrage de vos moteurs de recherche en fonction des datas que vous avez déjà dans votre base de données, et pas simplement faire un tri par ordre alphabétique du résultat. C'est un levier aussi important. Une recherche toute simple, là j'ai recherché donc un package tout compris en Corse. Je suis parti toujours des premiers liens, et je suis même parti d'un lien payant. Je suis arrivé sur le site, alors vous reconnaîtrez certainement la plateforme. Je suis arrivé sur leur moteur de recherche. J'avais déjà mon vol et mon hôtel de coché. J'ai fait ma recherche, j'étais sur Montpellier, j'avais déjà ma destination de départ de renseigner, ma destination d'arrivée. J'avais plus que mes dates et le nombre de personnes à renseigner. On a aidé l'utilisateur, on a pré-rempli le formulaire pour lui. Un exemple e-commerce, mais qui est très flagrant sur la mise en valeur des produits et qui est complètement lié au merchandising. L'impact des images, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais il est très vrai. Le fait de pouvoir s'immerger dans l'offre. On est dans le e-tourisme. Il y avait une photo, je crois que c'est dans la conférence que tu as faite avec Jeff, où on voit l'utilisateur qui passe sa tête à travers l'écran. C'est le fait de vouloir rattraper le produit, le fait de vouloir y être. Ça a un impact sur l'engagement de l'utilisateur qui est très très fort dans cet exemple-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des nouveaux produits. Ils se sont empressés de les mettre sur leur catalogue à partir des photos fournisseurs. Photos qui étaient sombres, peu de détails, sur un fond gris. Clairement, le taux de rebond a tout de suite augmenté. L'engagement des visiteurs a été catastrophique, donc il a fallu intervenir assez rapidement, réorganiser son catalogue d'une certaine manière pour pouvoir diminuer le taux de rebond. C'est quelque chose sur lequel il est toujours en train de travailler, puisque c'est les produits, c'est son business, c'est le client qui gère son business. Mais l'impact des images est vraiment très important. Au niveau performance, ça sous-entend aussi que vous devez délivrer la bonne image sur le bon device, tablette, mobile, desktop, écran Retina ou non. Faites travailler ces aspects-là par l'équipe technique pour diminuer les performances, travailler le chargement asynchrone et autres. Voilà, il existe pléthore de techniques sans se pénaliser sur le référencement des images pour augmenter les performances de vos différents catalogues. Alors ça, c'est une étude qui n'est pas très très loin de celle du poisson rouge dont on a parlé, qui est aussi de Google, qui montre que l'acte d'achat sur des sites se fait souvent, en majeure partie, sur la première visite, quand il s'agit d'un train ou d'un hôtel. C'est un acte qui est beaucoup plus solitaire. On va se réserver un train, on va réserver un hôtel. Voilà, on n'a pas besoin de demander l'avis de ses amis, de sa famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on prépare des mois à l'avance. Par contre, pour une location de vacances ou pour un séjour tout compris, on va souvent en discuter, se retrouver autour d'une table, un café ou autre, échanger, demander les avis, on va comparer. Il va y avoir un acte, on en a parlé ce matin. Voilà, il y a vraiment tout un long processus émotionnel avant. Mais ce qui va faire revenir le visiteur sur le site, c'est sa première impression. Il y a une autre étude de Google qui montre, qui est reprise par, je pense que je ne suis pas sûr à 100%, donc ne me posez pas la question après que ce soit réellement Google qui ait fait cette étude-là, mais on se fait un avis, le cerveau a un avis
qui se fait dans son subconscient en 50 millisecondes. Il faut 50 millisecondes pour se faire un avis d'une page, de quoi que ce soit, d'un objet, d'un vêtement. C'est très très dur ensuite de faire changer cet avis-là. Ça veut dire que la première impression que vous allez donner doit être la bonne. D'une intention de recherche à l'offre, le site, les performances, ça doit être la bonne impression. Alors ça, on parlait justement de la réorganisation du catalogue. Ça, c'est un levier qui fonctionne très très bien. C'est travailler vos top converting products. Prenez vos catalogues produits, vos catalogues d'offres. Mettez de côté vos best-sellers. Vous les connaissez, vous savez que c'est des produits et des offres qui convertissent bien, qui engagent beaucoup le visiteur, voilà, qui sont plébiscités. Voilà, vous les excluez de votre résultat. Vous prenez ce catalogue-là et sur ce catalogue préfiltré, vous prenez au moins les offres qui ont un minimum de trafic, voilà, qui génèrent des visites. Et vous les triez ensuite en fonction de la conversion. Vous ressortez les produits qui ont le plus de conversion. Vous allez avoir des surprises puisque vous pouvez avoir des produits qui sont en deuxième, troisième, cinquième page, peut-être même fond de catalogue, qui ont généré un certain nombre de visites, 100, 200, peu importe, 300. C'est toujours à corréler, à adosser à vos segments et au trafic de vos plateformes, mais qui convertissent très bien. Donc la première chose à faire, c'est de se poser la question pourquoi, et c'est de comprendre pourquoi. C'est aussi peut-être trouver des opportunités. Tu en as parlé ce matin. C'est peut-être une mise en avant du produit qui a été plus judicieuse que sur les autres produits. Bref, faire cette analyse parce que c'est riche d'enseignements pour les autres produits. Et ces produits-là, vous les prenez, vous essayez de les mettre plus en avant, de les exposer sur le site, de les remonter, de leur amener plus de visites encore. Et vous allez, dans la majorité des cas, quand on a fait ça, on a augmenté la conversion puisque c'était des produits où le client ne soupçonnait pas qu'effectivement il pouvait y avoir un engouement entre guillemets pour ce type d'offre. Et en définitive, le fait de les exposer a créé du business supplémentaire pour lui. La réorganisation du catalogue, attention à la réorganisation, c'est quand on en parle en KPI, ne réorganisez pas à tout va et essayez si possible de créer des snapshots de l'organisation de votre catalogue, si c'est possible, évidemment, pour dater ces modifications-là et pouvoir les corréler à vos data web analytics. Globalement, on a vu le schéma qui était beaucoup plus détaillé que celui-là. Là, c'est vraiment un aspect très schématique, mais d'un processus à partir d'une page, d'une offre, on va dire, jusqu'à la confirmation, l'acte, jusqu'à la fidélisation. Donc, on va parler de macro-conversion, de la conversion à partir de l'intention de recherche jusqu'à l'objectif, l'intention de recherche jusqu'à la confirmation de commande. On va découper l'ensemble de ces étapes-là. On va regarder chaque page, l'utilisateur passe par différentes étapes. Et on va définir des micro-conversions sur chacune de ces étapes-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous permettre déjà de trouver d'éventuelles fuites qu'il pourrait y avoir d'engagement sur vos différentes plateformes. Ça va nous permettre aussi d'identifier et de prioriser des possibilités d'optimisation, d'amélioration de vos conversions. L'optimisation de ces micro-conversions, dans le meilleur des cas, nous, on passe par du test A/B. Je vais vous parler, je ne sais pas en temps où j'en suis. Comment ? D'accord. Donc, je vais vous rapidement une étude qui a été faite également, qui est plus aux États-Unis, qui est une raison d'abandon lors d'un processus d'achat. En fait, c'est vraiment la raison d'abandon du panier jusqu'à la confirmation de commande. Donc, vraiment du panier, le check-out. Les deux raisons principales qu'il faut retenir, c'est la complexité du parcours, souvent pas clair, trop complexe, et la création de compte. Donc ça, je passe. C'est un exemple de parcours ultra compliqué où il manque... voilà. Ça, c'est un exemple. Si vous en avez la possibilité, proposez la commande par un compte invité.
N'obligez pas l'utilisateur à créer un compte. Testez-le si vous en avez la possibilité. Nous, c'est systématique. Ça, voilà, c'est plus une partie e-commerce, moins dans le e-tourisme. Mais par recul, ça nous a permis systématiquement d'augmenter la conversion des différentes plateformes. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur a le choix. Il n'est pas obligé de créer un compte. Et souvent, les créations de comptes sont souvent très complexes. On en voit encore beaucoup. Je saisis mon adresse email, un mot de passe, je reçois un mail, je valide, et ainsi de suite. Même titre, j'en parle. Enfin, je n'avais pas prévu d'en parler, mais la génération de mots de passe, on a des comptes sur combien de plateformes où on doit récupérer son mot de passe parce qu'on a oublié le mot de passe ou le bon outil qui nous permet de nous authentifier. La récupération de mots de passe, pour des raisons de sécurité, est très complexe. Il existe des méthodes qui permettent d'aller générer une session, même que de 2 heures à l'utilisateur, le temps qu'il fasse son acte d'achat. On lui dit, mais il rentre son adresse email, on lui envoie un lien, et ensuite il termine sa commande. Le fait de pouvoir commander en tant qu'invité, c'est, voilà, je saisis l'adresse email et je demande que les informations nécessaires à la commande. Il me semble qu'il manque des slides. Ça a été dit aussi lors d'une conférence. Est-ce que toutes les études, tous les tests utilisateurs, les résultats de tests que vous pouvez voir d'une plateforme à une autre, vous pouvez les prendre pour argent comptant sur vos différents sites? Non, surtout pas. C'est risqué, surtout si vous passez par une phase d'intégration, design, équipe IT qui va vous coûter de l'argent. Et puis si le résultat est catastrophique, c'est double peine. Vous devez faire vos propres tests. Vous devez faire vos propres analyses. Ah, il me manque des slides. Voilà, j'en viens juste, j'ai bientôt terminé. L'idée, c'est évidemment de comprendre vos utilisateurs, de les segmenter correctement, de regarder votre trafic desktop, mobile, tablette. D'ailleurs, on a très peu parlé de tablette parce que je suppose qu'il y a très peu d'engagement et de visiteurs sur tablette globalement, mais c'est surtout desktop et mobile. Regardez aussi par tranche d'âge, par heure de la journée où vous avez le plus de visites, où vous avez le plus d'engagement pour pouvoir créer vos offres, pour pouvoir pousser au bon moment. Essayez aussi de traquer le comportement des utilisateurs authentifiés et non authentifiés. Aujourd'hui, il est possible, lorsqu'un utilisateur est authentifié sur mobile et sur desktop, de croiser les informations pour savoir si l'utilisateur que vous n'avez pas converti sur mobile, en définitive, vous l'avez converti sur desktop ou tablette. Alors oui, il faut que l'utilisateur soit connecté sur l'ensemble de ces devices. Mais ça arrive. Et ces informations que vous recueillez sont vraiment riches de data. Voilà notre méthodologie. Je présente juste la méthodologie, la manière dont on travaille. Donc, Romain t'a parlé d'optimisation continue de la conversion. C'est vraiment un cycle. L'idée, c'est vraiment de travailler, définir les objectifs et les indicateurs clés du business, et ensuite de mesurer sur la base des data Web Analytics, réaliser des tests utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique aussi beaucoup pour pouvoir mesurer correctement, analyser ce qui se passe, et ensuite prioriser dans ce qu'on a vu en regardant les micro-conversions, prioriser en fonction de l'effort, en fonction aussi du business du client, et ensuite on optimise. Il va y avoir ce qu'on appelle les quick wins ou les no-brainers, des choses qu'on va mettre en place de manière assez évidente. Et puis celles qui vont nécessiter certainement plus d'efforts, on va en priorité réaliser des tests A/B. Et puis ensuite, on rentre dans le cycle où on va mesurer tout ça, puis de nouveau prioriser, optimiser et mesurer. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Assez dense, assez intéressant. Alors déjà, merci beaucoup Nicolas, très très intéressant. Juste, c'est pas une question, c'est peut-être un tout petit peu une petite information sur le point 4 au niveau du formulaire. La date de naissance. La date de naissance, c'est un gros souci sur les formulaires, en particulier sur les formulaires mobiles. Nous, on avait eu le cas de figure il y a un an et demi, avec un gros lunetier suisse sur une campagne en ligne pour de la récolte de données.
Et en fait, on avait besoin de cette donnée qui était, si ce n'est l'âge, la tranche d'âge. Et en fait, on a un petit peu contourné le problème. Eux, ils avaient déjà des tranches d'âge préexistantes, qui étaient les 18-29, 29-45, 45+. Les 45+, parce que c'est quand tu commences à devenir presbyte, machin, etc. Donc en fait, au lieu de demander 3 champs, qui étaient la date de naissance, on demandait en fait une tranche d'âge. Alors ça donne une information qui pour eux était importante, c'est-à-dire dans le ciblage des campagnes futures pour les types de produits, mais au moins ça évitait, parce qu'on savait qu'on était sur un public jeune qui était en grande majorité sur le mobile, d'au moins avoir une information simple à remplir avec un seul champ. Voilà, c'était juste peut-être un début de solution éventuelle. Et ça rejoint tout à fait l'idée qu'il faut réaliser ces premiers tests. C'est-à-dire que dans ces formulaires, à partir du moment où on a un champ qu'on type sur son business comme optionnel, si on est dans le processus vraiment d'achat, alors ce champ, on peut le tester pour se rassurer, mais le supprimer. Il ne faut pas se pénaliser, évidemment.